2015. Un journaliste du Süddeutsche Zeitung reçoit le mail suivant. Bonjour, ici John Doe. Êtes-vous intéressé par des données ? Des données ? Le plus grand leak de l'histoire du journalisme à cette date. 11 200 000 documents, 2,5 téraoctets d'informations. Et dedans, des présidents, des rois, des milliardaires, un footballeur qui s'appelle Messi et le père d'un certain David Cameron, Premier ministre britannique. Le tout soigneusement planqué dans des sociétés écrans au Panama. Avril 2016, interview du Premier ministre islandais par la télévision suédoise. Objectif officiel, parler de la sortie de la crise financière par l'Islande. Caméra allumée, le journaliste lui pose une question apparemment banale. Avez-vous déjà eu des liens avec une société offshore nommée Wintris ? Un second journaliste arrive, pose des questions en islandais au ministre paniqué. Il blêmit, il bafouille, il quitte la pièce. 48 heures plus tard, il a démissionné. Bienvenue dans les Panama Papers. Les Panama Papers ne racontent pas seulement une affaire de fraude fiscale. Ils révèlent quelque chose de plus profond. Un système mondial conçu pour rendre l'argent difficile à tracer, difficile à taxer et parfois presque impossible à rattacher à un propriétaire réel. Aujourd'hui, on va voir comment ce système fonctionne, pourquoi il existe, pourquoi il est si difficile à combattre et pourquoi malgré les scandales successifs, il continue encore de tourner. Générique. Pour comprendre les Panama Papers, il faut remonter à une question toute simple. Pourquoi est-ce qu'un État accepterait de protéger l'argent des étrangers contre les enquêtes fiscales de leur propre pays ? La réponse ? C'est l'argent, évidemment. L'histoire commence en Suisse en 1934. Le pays vote une loi sur les banques qui transforme la confidentialité financière en service public. L'idée est géniale dans son cynisme. Si vous garantissez aux riches du monde entier que leurs comptes resteront invisibles, ils viendront tous chez vous. Et vous, petit pays alpin sans pétrole et sans empire, vous touchez les commissions. C'est un business model d'État. Ça, et les montres. Le succès est tel que d'autres copient le modèle. Les îles Caïmans, le Liechtenstein, Monaco, le Luxembourg, Jersey, les îles Vierges britanniques. Et en bout de chaîne, sur une bande de terre coincée entre deux océans, le Panama. Chacun développe sa spécialité, les uns vendent des comptes numérotés, les autres des trusts, et les autres des sociétés vraiment anonymes. Une galaxie de juridictions qui se font concurrence pour offrir une chose que les grandes démocraties fiscales refusent, l'opacité. Et l'opacité, pour qui veut cacher de l'argent au fisc, c'est le produit principal. Tout le reste, c'est de la garniture. C'est ce que l'OCDE place au centre de sa définition des paradis fiscaux, les tax havens, les havres de paix fiscaux dans la langue de la fiscalité internationale. Et là, vous me posez la question, est-ce que c'est vraiment légal de cacher l'argent au fisc ? Excellente question, et c'est là que tout se joue. L'évasion fiscale, c'est illégal. L'optimisation fiscale, c'est légal. Et la différence entre les deux tient parfois à l'épaisseur d'un dossier juridique. On en a déjà parlé dans nos 2 vidéos sur la fraude, dispo en fiche. Ce dossier juridique, justement, c'est exactement ce que vend une entreprise qui s'appelle Mossack Fonseca. Panama City, 1977. 2 hommes ouvrent un cabinet d'avocats. À gauche, Jürgen Mossack, un Allemand au père caporal SS reconverti en informateur de la CIA. Ça s'invente pas, c'est pareil. À droite, Ramon Fonseca, un Panaméen romancier à ses heures perdues qui finira ministre. Ils ne le savent pas encore, mais leur petit cabinet va devenir en 4 décennies l'usine à secret la plus prolifique de la planète. À son apogée, 600 employés, des bureaux dans 40 pays et 214 000 sociétés offshore créées pour leurs clients. 214 000. Le chiffre est impressionnant. Imaginez 214 000 boîtes aux lettres alignées sans personne derrière et chaque fois des millions de dollars qui dorment. Petite anecdote pour mesurer l'étrangeté de l'industrie. Mossack Fonseca a un temps eu une activité tellement florissante sur la micro-île de Niue, désolé pour la prononciation, dans le Pacifique, qu'à elle seule, la société contribue à 80% du budget annuel de ce petit État. Un seul cabinet d'avocats représentait 4/5 des recettes d'un pays. Voilà comment ça marche. Imaginons un entrepreneur français très riche. En théorie, ses revenus devraient être imposés en France, mais au lieu de recevoir directement cet argent, il crée une société offshore aux îles Vierges britanniques via Mossack Fonseca. Cette société n'a ni salariés, ni activité réelle, ni bureau. Juste une adresse administrative et un directeur de façade, un prête-nom. Sur les documents officiels, ce prête-nom apparaît comme propriétaire, pas le véritable bénéficiaire. Vous faites remonter vos revenus dans cette société, la société, domiciliée dans un paradis fiscal, ne paie pas ou quasiment pas d'impôt local, et comme le vrai propriétaire est invisible, votre fisc, lui, ne peut pas remonter jusqu'à vous. L'argent dort à l'abri. Vous l'utilisez via une carte bancaire émise dans le paradis fiscal, votre déclaration de revenus, elle, reste vierge. C'est ça, le produit Mossack Fonseca. Est-ce que c'est légal ? Pas toujours. Pas souvent même. Mais c'est suffisamment opaque pour que la preuve soit quasiment impossible à établir. C'est ça le génie de l'industrie offshore. Ne pas être illégal en apparence,
même quand le résultat l'est en substance. Et accessoirement, on apprendra plus tard que dans un dossier judiciaire au Nevada en 2014, des employés de Mossack Fonseca avaient pris des mesures pour effacer les dossiers papier et nettoyer les fichiers informatiques et téléphoniques du bureau de Las Vegas. Un employé a même fait le voyage depuis l'Amérique centrale pour rapporter les documents au Panama. When Andres came to Nevada, he cleaned up everything. Écrit-on dans un email interne. Le cabinet a démenti, bien évidemment. Précision importante avant de continuer. Toutes les sociétés offshore ne servent pas à frauder. Une multinationale peut légitimement implanter une filiale dans un pays à faible fiscalité pour des raisons d'activité réelle. Un expatrié peut détenir des comptes étrangers parfaitement déclarés. La structure en elle-même n'est pas le problème, c'est son usage. Et dans les Panama Papers, l'usage était, disons, souvent créatif. Été 2015, quelque part dans le monde, on ne saura jamais où, un homme s'installe devant son ordinateur. Il travaille pour Mossack Fonseca où il a accès à leur serveur, on ne sait toujours pas. 10 ans plus tard, son identité reste l'un des secrets les mieux gardés du journalisme contemporain. Il s'appellera John Doe. Il commence à exfiltrer, lentement, méthodiquement, des emails, des contrats, des scans de passeports, des organigrammes. Au final, 4,8 millions d'emails, 3 millions d'entrées de bases de données, 2,2 millions de PDF, 1,2 million d'images, 320 000 fichiers texte. 40 ans d'archives. Puis, il envoie un message chiffré à Bastian Obermeier, journaliste aux Süddeutsche Zeitung, à Munich. Le message dit littéralement « Bonjour, ici John Doe, cela vous intéresserait-il de voir des données ?» C'est la litote du siècle. Obermeier comprend très vite que la chose le dépasse, personne ne peut traiter 11 millions de documents tout seul. Le journaliste contacte donc l'ICIJ, le consortium international des journalistes d'investigation, et commence quelque chose d'inédit dans l'histoire de la presse. Pendant plus d'1 an, 370 journalistes répartis dans 76 pays vont travailler ensemble, en secret, sur une plateforme chiffrée, à fouiller, recouper, identifier. Imaginez coordonner une opération clandestine avec 370 personnes. Et pourtant, rien ne fuite. Pendant 12 mois, le silence absolu. Puis arrive le 3 avril 2016. Le monde explose. À Reykjavik donc, le Premier ministre d'Islande, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, désolé pour la prononciation, démissionne. Il était copropriétaire avec sa femme d'une société offshore aux îles Vierges, non déclarée, qui détenait des créances sur les banques islandaises qu'il était censé superviser après la crise de 2008. Conflit d'intérêts version olympique. À Islamabad, Nawaz Sharif, Premier ministre du Pakistan, est sur la sellette. Ses enfants possèdent des appartements de luxe à Londres via des sociétés offshore. Il sera condamné pour corruption l'année suivante. À Londres, David Cameron passe 4 jours à mentir puis avoue. Oui, son père gérait un fonds offshore aux Bahamas. Oui, il avait touché des dividendes. Son gouvernement vacille. Et puis, il y a Vladimir Poutine. Le président russe n'apparaît nulle part dans les documents. Son nom n'y figure littéralement pas. Mais autour de lui, on retrouve un certain Sergueï Roldouguine, violoncelliste de profession, ami d'enfance de Poutine depuis les années 70, parrain de la fille aînée du président. Et également, selon les documents, propriétaire occulte d'un réseau de sociétés offshore par lesquelles au moins 2 milliards de dollars ont circulé via des banques et des sociétés écrans. Pour un musicien qui déclarait au New York Times en 2014 de ne pas avoir des millions, c'est un train de vie qui pose question. Les enquêteurs en concluent que Roldouguine est très probablement un prête-nom pour Poutine lui-même. Et la liste continue. Le roi Salman d'Arabie Saoudite, le président argentin Mauricio Macri, Lionel Messi, Jackie Chan, Pedro Almodovar. En France, moins spectaculaire, mais on retrouve nos champions habituels, Balkany et Cahuzac, l'ancien ministre du budget, chargé de la lutte contre la fraude. Et une question partout qui s'impose. Comment ce système a-t-il pu fonctionner aussi longtemps, aussi ouvertement, sans que personne ne réagisse vraiment ? Premier élément, l'évasion fiscale à cette échelle, c'est pas des petits malins isolés, c'est une industrie. Les Panama Papers révèlent qu'au-delà de Mossack Fonseca, ce sont les plus grandes banques internationales qui démarchent activement leurs clients fortunés pour leur vendre ces montages. HSBC, UBS, Société Générale, Crédit Suisse, toutes citées nommément. Dans chaque grande ville, des cabinets d'avocats spécialisés vivent très bien de ça. Selon Gabriel Zucman, 80% de la richesse offshore mondiale appartient aux 0,1% de ménages les plus riches. C'est pas un système qui sert tout le monde, c'est un système qui sert une élite ultra concentrée. Le marché mondial de la finance offshore est évalué en milliers de milliards de dollars. Selon certaines estimations, la moitié des échanges commerciaux mondiaux transitent à un moment donné par un paradis fiscal. Mossack Fonseca n'était pas une exception, c'était un acteur parmi d'autres dans une industrie parfaitement structurée. Deuxième élément, le problème de fond, c'est la souveraineté.
L'impôt est une affaire nationale, chaque État décide de son taux, de ses règles, de ses exceptions. La fiscalité internationale, c'est la juxtaposition de 195 systèmes fiscaux différents, avec des trous dans les coutures. Et ces trous ne sont pas des accidents, ils sont pour certains délibérément maintenus. Quand un petit territoire comme les îles Caïmans fait vivre son économie grâce à des services financiers offshore, il n'a aucun intérêt à coopérer avec le fisc français. Sa souveraineté, c'est précisément ça, le droit de dire non. Et ici on commence à comprendre le problème structurel. Pour qu'un contribuable français paie ses impôts, l'État français n'a qu'à regarder sa fiche de paie. Pour récupérer l'argent d'un oligarque planqué dans une société aux îles Vierges détenue par une holding au Luxembourg, contrôlée par un trust aux Bahamas, il faut des traités internationaux, des commissions rogatoires, des années de procédure, et la coopération active d'États qui n'ont aucune raison de coopérer. C'est pas une question de volonté politique, c'est une question d'architecture juridique mondiale. Troisième point, la différence entre évasion et optimisation est parfois une question de créativité. L'optimisation fiscale agressive, qu'on appelle parfois l'aggressive tax planning, consiste à utiliser légalement les failles entre les systèmes fiscaux pour payer moins. Exemple classique, une multinationale enregistre ses brevets en Irlande, où ils sont taxés à 12,5%. Ses filiales dans le monde entier paient des redevances à la filiale irlandaise pour utiliser ces brevets. Ces redevances sont des charges déductibles dans chaque pays. Résultat, les profits remontent en Irlande où ils sont taxés à 12,5% au lieu de 25 ou 15 en France ou en Allemagne. C'est légal, c'est structuré, c'est documenté, et ça coûte des dizaines de milliards aux États européens chaque année. Apple, Google, Amazon, pas besoin d'un cabinet panaméen pour ça. Un bon fiscaliste en interne peut vous mettre ça en place assez vite. L'OCDE a lancé en 2013 un projet qui s'appelle BEPS, pour Base Erosion and Profit Shifting. L'idée, créer des règles minimales, communes, pour empêcher les multinationales de faire disparaître leurs profits dans des pays où elles n'ont pas d'activité réelle. En 2021, 136 États signent un accord pour un impôt minimal mondial sur les sociétés de 15%. C'est historique. C'est insuffisant selon beaucoup d'économistes, et sa mise en œuvre est, semée d'embûches. Mais c'est la première fois dans l'histoire qu'on essaie de mettre de l'ordre dans la galaxie des paradis fiscaux par le haut. Caillot, ministre à l'origine de l'impôt sur le revenu français, aurait trouvé ça fascinant. Et nous on verra ça plus en détail dans de futures vidéos. Alors qu'est-ce que ça a changé ? Des têtes sont tombées, des gouvernements ont tremblé, des réformes ont été votées, et concrètement, 9 ans après le leak, les agences fiscales de 2 douzaines de pays ont récupéré près de 1,86 milliard de dollars d'arriérés et de pénalités. La Suède en tête avec plus de 300 millions de dollars, suivie par la France avec 297 et l'Espagne avec 250 millions. Le Panama lui-même, ironiquement, en a récupéré 14 millions. L'ICIJ estime que ce chiffre sous-évalue beaucoup la réalité, puisque pas mal d'États ne communiquent pas leurs résultats. En 2017, l'ICIJ et ses partenaires reçoivent le prix Pulitzer dans la catégorie Explanatory Reporting pour l'enquête. En 2017, les Pandora Papers, un deuxième méga leak encore plus gros, révèlent que le système tourne toujours. En 2021, 11,9 millions de documents, 35 dirigeants mondiaux en exercice, le roi de Jordanie, le président du Chili, Tony Blair, rétroactivement, on en parlera dans une prochaine vidéo. L'accélération de la coopération fiscale internationale est réelle. L'échange automatique d'informations entre pays, ce qu'on appelle le CRS, Common Reporting Standard, est devenu la norme pour la plupart des pays de l'OCDE depuis 2017-2018. Cela signifie que, si vous avez un compte en Suisse, votre fisc français le sait désormais automatiquement. Le secret bancaire classique est, pour les ressortissants des pays développés, largement mort. Mais largement, ce n'est pas totalement. Les États-Unis ne participent pas pleinement au CRS, les trusts, les fondations, certains types de structures restent opaques, et les paradis fiscaux qui ne coopèrent pas continueront d'exister tant qu'ils en auront l'intérêt économique. Et puis surtout, il y a Daphne Caruana Galizia, journaliste maltaise. Elle a couvert les Panama Papers avec acharnement. Elle a documenté les liens entre le Premier ministre maltais, Joseph Muscat, et son entourage, et les sociétés offshore liées à des pots de vin azerbaïdjanais. Le 16 octobre 2017, vers 15h, elle est tuée dans l'explosion de sa voiture. Une Peugeot 108 piégée près de son domicile à Binja. Elle avait reçu des menaces de mort 2 semaines plus tôt. Au moment de sa mort, elle faisait face à plus de 40 procès en diffamation. Une enquête publique maltaise conclura en 2021 que l'État maltais avait créé une atmosphère d'impunité qui a rendu ce meurtre possible. L'enquête est encore ouverte aujourd'hui. Détail à retenir, le développeur web qui a conçu une partie de la chaîne de traitement des documents pour l'ICIJ s'appelle Matthew Caruana Galizia, le fils de Daphne. Et puis, dernier rebondissement, le procès, en avril 2024, le procès des 28 accusés liés à Mossack Fonseca s'ouvre à Panama. Le 28 juin 2024, le verdict tombe, tous acquittés, y compris Jürgen Mossack. Le juge a estimé que les preuves recueillies sur les serveurs du cabinet n'avaient pas respecté la chaîne de traçabilité. Ramon Fonseca, lui, est mort en mai 2024, juste avant la fin du procès dans un hôpital panaméen. La justice panaméenne a fait appel, mais le symbole est cinglant.
8 ans après le scandale qui a fait tomber les premiers ministres dans le monde entier, dans le pays même qui a donné son nom au scandale, personne n'a été condamné. Ce qui a fondamentalement changé, c'est la visibilité. Avant 2016, la plupart des gens savaient vaguement que ça existait. Après les Panama Papers, tout le monde sait que ça existe, comment ça fonctionne et qui l'utilise. L'impunité par l'obscurité est devenue beaucoup plus difficile. Et c'est pas rien, c'est même beaucoup. Et John Doe lui a publié son manifeste intitulé The Revolution Will Be Digitized quelques mois après le leak, expliquant ses motivations. Il n'a jamais demandé d'argent, il n'a jamais voulu de reconnaissance, il a accusé Mossack Fonseca d'exploiter un système mondial de paradis fiscaux qui permet une corruption massive et envahissante. Il voulait que ça s'arrête, avec les moyens qu'il avait. Ainsi, les Panama Papers nous ont permis de comprendre ce que chacun ressentait confusément depuis longtemps. Il y a deux fiscalités. Celle des gens ordinaires, visibles, automatiques, prélevées à la source, et celle des grandes fortunes, complexes, mobiles, optimisées par des armées de juristes et partiellement soustraites aux règles communes. C'est pas une théorie du complot, c'est dans les documents. 11 millions de documents. Pour résumer, les paradis fiscaux existent parce que la souveraineté nationale rend la coopération internationale structurellement difficile. L'évasion fiscale est généralement illégale, mais souvent pratiquée via des structures légales. Un cabinet panaméen a créé 214 000 sociétés pour ça. Un lanceur d'alerte anonyme a tout sorti. Des gouvernements sont tombés, des réformes ont été votées, et le système, plus surveillé, plus contraint, continue quand même de tourner. La fiscalité internationale, c'est le jeu du chat et de la souris le plus cher du monde, avec comme terrain de jeu la planète entière. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme toujours, les sources sont disponibles en description via le lien Zotero. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et pensez à activer la cloche pour être tenu au courant des publications. Pensez à commenter et liker pour que je puisse voir vos retours et améliorer les futures vidéos, mais aussi pour que YouTube puisse remarquer la chaîne. Comme toujours, paix, amour, mais surtout droit fiscal. La bise.